L'histoire est pleine de mystères et aujourd'hui, on en dévoile un des plus terrifiants, toute l'histoire de la ville d'Uruk. Mais avant de commencer, fixons-nous un objectif ensemble. Si ce récit vous passionne, aidez-nous à atteindre 100 j'aime. C'est ce qui me dit de continuer à vous raconter les histoires oubliées du passé. Des villages à une ville. La naissance d'Uruk. Imaginez-vous sur les rives de l'Euphrate, il y a des milliers d'années. Pas de ziggourats, pas de marché, pas de roi. Juste un large fleuve, une terre fertile et des cabanes de roseaux et de boue. Difficile à croire qu'à partir de ses débuts, l'une des premières véritables villes du monde allait naître, Uruk, le berceau de la civilisation urbaine. Mais cela ne s'est pas fait en un jour. Tout a commencé doucement avec des hommes, un fleuve et des besoins qui s'entremêlaient d'une façon qui allait transformer l'histoire humaine. Au début, ce n'étaient que des villages de paysans. Les familles apprirent à gérer les crues du fleuve en creusant des canaux vers les champs. Et ça changeait tout. Plus besoin d'errer, ils pouvaient rester. Au lieu de dépendre uniquement de la nature, ils apprenaient à la guider. Avec la nourriture régulière venait la croissance. Plus de gens, donc plus de métiers, potiers, tisserands, chasseurs, tous ajoutant leur savoir-faire. Le village n'était plus seulement la survie, c'était la coopération. Mais quand les humains se regroupent, les besoins changent. Un village suffit quand quelques familles vivent ensemble, mais quand des centaines de personnes partagent le même espace, il faut de l'ordre, des chefs, des lieux communs. Ainsi naquirent les graines d'une ville. L'endroit où allait se dresser Uruk était idéal. L'Euphrate apportait l'eau et le transport. La terre donnait de riches récoltes. Les routes ouvraient au commerce. La nature posait la scène. Mais l'ambition humaine montait sur les planches. Vers le 5e millénaire avant Jésus-Christ, pendant la période d'Obéide, on vit apparaître de grands bâtiments collectifs, les temples. Au centre des villages, des structures surélevées dominaient les maisons. Pas seulement pour prier, elles montraient le pouvoir. La religion devint le ciment, les temples devinrent des centres, stockant les grains, redistribuant les biens, organisant le travail. Peu à peu, les fermes dispersées se lièrent, les villages fusionnèrent, les sentiers devinrent des routes, des marchés apparurent, des murs s'élevèrent. La vie devint plus bruyante, plus rapide, plus complexe. Vu d'en haut, cela ressemblait à un arbre. Les villages comme des racines, la base Obéide comme le tronc et Uruk comme la canopée. Ce n'était pas inévitable. D'autres fleuves nourrissaient la vie. Mais ici, l'imagination transforma la terre en civilisation. Avec la croissance vinrent les conflits et les tensions, mais aussi une énergie nouvelle. Cette énergie poussa aux inventions, préparant l'écriture cunéiforme, les grands temples et les récits épiques. Le mouvement était lancé. Les villageois creusant des fossés devenaient des citadins gravant des rois dans l'argile. La naissance d'Uruk, c'est comme voir l'humanité franchir une ligne invisible. Avant, on survivait. Après, on bâtissait la civilisation. Le passage du village à la ville transforma la manière de penser, de vivre, de travailler ensemble. C'est pour ça qu'Uruk reste inoubliable après 6000 ans. Alors quand on parle de l'écriture ou du temple blanc d'Anu, souvenons-nous du commencement, les canaux d'irrigation, les premiers temples, les villages au bord de l'Euphrate. Sans eux, ni Uruk, ni même l'idée de la ville n'existerait. Les temples du pouvoir, le quartier d'Eana et l'autorité religieuse. Imagine-toi au milieu d'une ville où les bâtiments ne se contentent pas de toucher le ciel, ils semblent chuchoter aux dieux. Ce n'était pas un palais, ni un marché. C'était le quartier d'Eana, le centre sacré d'Uruk, là où religion et pouvoir étaient tellement liés qu'il était impossible de savoir où finissait l'un
et où commençait l'autre. Marcher sur ce sol, c'était entrer dans le moteur même qui avait fait grandir la ville, et d'une certaine manière, la toute première grande civilisation du monde. Léana n'était pas juste un temple parmi d'autres, c'était tout un quartier sacré, un vaste complexe dédié surtout à Inanna, la déesse de l'amour, de la guerre et de la fertilité. Imagine, d'énormes murs en briques de terre, des mosaïques brillantes faites de cônes colorés enfoncés dans les parois, et de grandes cours ouvertes où se déroulaient les rituels. Ici, les prêtres et prêtresses n'étaient pas seulement des gardiens d'idoles, ils géraient aussi la ville. Les céréales, le bétail, les biens du commerce, tout passait par Léana d'une façon ou d'une autre. Le temple était comme le cœur battant qui gardait Uruk en vie. La religion à Uruk n'était pas une affaire privée, c'était un système qui organisait la cité, qui lui donnait des règles, un rythme et des raisons d'agir. Imagine Léana comme une mairie, un trésor public, un tribunal et une cathédrale réunis en un seul lieu. Les prêtres géraient les terres, notaient les transactions et stockaient les surplus de grains, et avec l'invention du cunéiforme qui, comme tu t'en souviens, est apparu pour la première fois à Uruk, les scribes du temple ont créé les tout premiers écrits, souvent pour suivre les offrandes et les ressources liées à Léana. Donc, quand on dit que l'écriture est née à Uruk, ce n'est pas un hasard. Elle a grandi au cœur même de ce complexe sacré. Le symbole comptait aussi. Inanna n'était pas seulement une déesse de la fertilité au sens des récoltes ou des enfants. Elle représentait la force créatrice et destructrice de la vie elle-même. L'honorer, c'était reconnaître à la fois les dons et les dangers de l'existence. Quand les prêtres faisaient des rituels à Léana, ils ne demandaient pas seulement de bonnes récoltes ou la victoire en guerre. Ils rappelaient que la survie de la ville dépendait de la faveur divine. Et si la cité survivait, les dirigeants, qu'ils soient prêtres, prêtresses ou rois, avaient la preuve que leur pouvoir venait des dieux. Ce qui frappe à propos du quartier d'Eana, c'est son évolution. Les archéologues ont découvert couche après couche de temples, construits les uns sur les autres, comme si la ville essayait de se rapprocher toujours plus du divin. Chaque reconstruction était plus grande et plus impressionnante que la précédente, montrant à la fois la dévotion et la compétition avec les générations passées et avec d'autres villes comme Kish ou Lagash, qui voulaient prouver que leurs dieux étaient les plus puissants. Plus tard, quand on parlera des innovations militaires d'Uruk et de ses rivalités, souviens-toi de ceci. La compétition ne commençait pas sur les champs de bataille, mais dans les cours des temples, à travers la grandeur des maisons des dieux. Et puis, il y avait la vie sociale du temple. Léana n'était pas un monastère silencieux. C'était animé en permanence. Les fermiers apportaient leurs offrandes, les marchands leurs biens exotiques. Les scribes écrivaient sur des tablettes d'argile pendant que l'encens flottait dans l'air. Imagine les chants, les danses rituelles qui résonnaient, les cris des animaux offerts en sacrifice. C'était une scène où toute la ville se rassemblait, unie par le spectacle et la croyance. Léana transformait l'autorité religieuse en un véritable théâtre public qui impressionnait autant les habitants que les étrangers. Bien sûr, tous les temples n'étaient pas égaux. Ensemble, ces deux centres de foi créaient un équilibre dans le paysage sacré d'Uruk. Anu représentait la puissance du ciel, tandis qu'Inanna incarnait les préoccupations immédiates. L'amour, la guerre, la prospérité. Entre les deux, le peuple voyait dans sa ville le reflet d'un ordre divin. Mais voilà, les temples comme Léana ne se contentaient pas de refléter la réalité, ils la façonnaient. En reliant les rituels religieux aux systèmes économiques, ils donnaient aux dirigeants d'Uruk des outils pour gouverner. Si tu voulais prospérer, tu devais respecter le temple. Si tu voulais être honoré après ta mort, tu devais faire des offrandes.
Et si tu voulais être reconnu comme chef, tu devais te tenir dans ces murs sacrés. Plus tard, des rois, y compris le légendaire Gilgamesh, renforceraient leur pouvoir grâce à leur lien avec ces temples. Aujourd'hui, au milieu des ruines d'Uruk, les restes du quartier d'Eana peuvent sembler n'être que des fondations en briques de terre. Mais à son apogée, ce n'était pas un simple groupe de bâtiments. C'était l'axe autour duquel toute la ville tournait, un lieu où la foi, l'autorité, l'économie et la culture s'entremêlaient, créant une force si puissante qu'elle a contribué à façonner le destin de la Mésopotamie. Tu aimes l'histoire jusque-là? Alors n'oublie pas de liker et de t'abonner, ça aide la chaîne à grandir et l'histoire à continuer de couler. L'épopée de Gilgamesh. Uruk dans la littérature et la légende. Imagine une histoire si ancienne qu'elle précède presque toutes les autres, mais qui nous parle encore d'amitié, de deuil, d'ambition et de quête de sens. Cette histoire, c'est l'épopée de Gilgamesh, et en son cœur se trouve la ville d'Uruk. Elle n'était pas qu'un décor. Uruk était un personnage à part entière. Lire cette épopée, c'est voir Uruk non seulement comme une ville de murs et de temples, mais comme un symbole du premier grand essai de civilisation. Selon l'épopée, Gilgamesh était 2/3 divin et 1/3 humain, un roi immensément puissant, mais aussi immensément imparfait. Son histoire ne commence pas par l'héroïsme, mais par la tyrannie. On raconte qu'il opprimait son peuple, l'épuisant à bâtir les immenses murailles d'Uruk et abusant de son autorité, ce qui poussa les habitants à supplier les dieux. Ce détail montre déjà combien l'identité d'Uruk était liée à ces murs défensifs, symbole à la fois de protection et d'oppression. Les restes archéologiques de ces fortifications prouvent à quel point la grandeur physique de la ville a marqué la mémoire collective. Les dieux répondirent aux plaintes en créant Enkidu, un homme sauvage qui vivait avec les bêtes jusqu'à être transformé par le contact humain. Enkidu devint rival de Gilgamesh, puis son plus proche compagnon. Leur lien est l'un des aspects les plus émouvants de l'épopée, et à travers lui, on voit Uruk comme un lieu de transformation. La ville était l'endroit où la nature brute rencontrait la société organisée, où Enkidu, l'homme sauvage, devenait civilisé, et où Gilgamesh, le roi arrogant, apprenait l'humilité. Le quartier d'Eana, déjà évoqué, devient une scène de leurs aventures, rappelant combien les temples d'Uruk étaient liés à ces mythes. Ensemble, Gilgamesh et Enkidu se lancèrent dans des quêtes audacieuses, tuant des monstres comme Umbaba, gardien de la forêt de cèdre, ou encore le taureau céleste envoyé par la déesse Ishtar après le rejet de Gilgamesh. Ces épisodes dépassent largement les murs de la ville, mais chacun ramène à Uruk, renforçant son rôle de centre du monde. Pour les Mésopotamiens, les villes n'étaient pas seulement des lieux habités, elles étaient des carrefours cosmiques où se croisaient le divin, la nature et l'humain. Et Uruk, à travers l'épopée, devint l'exemple parfait de cette idée. Mais l'histoire prend un tournant sombre quand Enkidu meurt, maudit par les dieux pour leur rébellion. Le chagrin de Gilgamesh est immense. Il erre, cherchant à échapper à la mortalité, à trouver la vie éternelle. Son voyage le mène aux confins du monde connu, jusqu'aux eaux de la mort, mais il revient finalement à Uruk les mains vides. Et voilà le génie de l'épopée. Gilgamesh ne trouve pas l'immortalité dans un secret caché ou une faveur divine. Il la trouve dans la ville elle-même. Devant les murs d'Uruk, il comprend que son véritable héritage n'est pas de vivre pour toujours, mais dans la civilisation qu'il a aidé à bâtir et dans le récit qui le garde vivant. Cette fin est plus qu'une révélation personnelle. C'est un message sur Uruk elle-même. L'épopée présente la ville comme un monument de créativité, d'ambition et de résilience humaine.
Ces murs, ces temples, ces marchés, ils survivent bien après les individus. Uruk devient le réceptacle de la mémoire, et la littérature elle-même devient une forme d'immortalité. Ainsi, l'épopée de Gilgamesh n'est pas seulement l'histoire d'un homme, mais celle de l'humanité apprenant à accepter la mortalité en créant quelque chose de plus grand qu'elle. Ce qui est fascinant, c'est l'évolution de l'épopée. Les premiers fragments viennent de poèmes sumériens du début du IIIe millénaire avant Jésus-Christ. Ils furent ensuite réunis dans la grande version akkadienne que nous connaissons aujourd'hui, vers le deuxième millénaire avant Jésus-Christ. À cette époque, Uruk avait déjà passé son âge d'or, mais sa légende vivait encore dans les mots gravés dans l'argile. Cela montre la puissance de sa mémoire culturelle. Même quand d'autres villes prirent le relais, Kish, Akkad, Babylone, Uruk resta la cité légendaire de Gilgamesh. Et l'influence ne s'arrêta pas là. L'épopée voyagea bien au-delà de la Mésopotamie, inspirant des échos dans d'autres littératures. Son récit de déluge, par exemple, fait écho aux écritures hébraïques. Ses thèmes d'amitié, d'orgueil, de perte et de quête de sens résonnent jusque dans les épopées grecques et au-delà. À travers elles, le nom d'Uruk perdure, tissé dans le tissu même de la littérature mondiale. Quand tu lis les dernières lignes de l'épopée, qui t'invitent à grimper sur les murs d'Uruk et à examiner ses fondations, tu ressens presque une invitation venue d'un autre temps. La ville n'est pas seulement des ruines dans le désert, elle est vivante dans le récit lui-même. Gilgamesh n'a pas trouvé la vie éternelle, mais Uruk, elle, l'a trouvée à travers l'histoire et la légende. Et ça, c'est peut être la plus vraie forme d'immortalité. Le commerce au-delà des fleuves. L'expansion d'Uruk à travers la Mésopotamie, imagine. Tu vis à Uruk il y a environ 5000 ans. La ville bourdonne, ses rues sont pleines de fermiers, de potiers et de scribes. Mais la vraie magie, ce n'est pas seulement ce qui se passe à l'intérieur des murailles. C'est la portée d'Uruk bien au-delà de l'Euphrate. Pense à des caravanes traversant les déserts, des bateaux glissant sur les fleuves, des marchandises parcourant des centaines de kilomètres, reliant Uruk à des terres que ses habitants ne verraient jamais de leurs propres yeux. C'est ainsi qu'Uruk est devenu plus qu'une ville, un carrefour, une araignée au centre d'une toile qui s'étendait sur toute la Mésopotamie et même au-delà. Pourquoi cette expansion? Parce qu'Uruk était ambitieuse et qu'elle avait des besoins. On ne trouvait pas tout au même endroit. La Mésopotamie était fertile, certes, mais elle manquait de pierres, de métaux et de bois. Or, Uruk avait besoin de tout cela pour ses temples, ses outils et ses armes. Alors la ville a construit des réseaux pas seulement de commerce, mais aussi de culture et d'influence. Quand on parle de l'expansion d'Uruk, il faut l'imaginer comme une vague de personnes, d'idées et de biens qui se propageaient dans toutes les directions. Imagine-toi marchant, quittant les portes d'Uruk. Tu aurais peu être sur ton dos des jarres de bière d'orge, des textiles tissés dans la ville, ou même de petits jetons d'argile marqués avec la nouvelle invention de l'écriture, le cunéiforme. Ces jetons servaient comme des reçus, une façon de savoir qui devait quoi. Et quand ces biens voyageaient, la culture d'Uruk voyageait aussi. Des villages naissaient le long des routes, comme des satellites de la grande cité. Aujourd'hui, les archéologues trouvent de la poterie et des seaux-cylindres typiques d'Uruk à des centaines de kilomètres, preuve que son empreinte s'était répandue très loin. Et ce n'était pas seulement de la prise. Uruk partageait aussi. Les communautés locales adoptaient une partie de la culture d'Uruk, mais elles influençaient aussi ce que la ville rapportait chez elles. C'était une rue à double sens, un peu comme la mondialisation, mais avec 5000 ans d'avance. Prenons le commerce avec les montagnes du Zagros. On y trouvait des pierres dures parfaites pour graver les seaux-cylindres,
si important dans la société d'Uruk. Et plus loin encore, en Iran actuel, on retrouve des traces de petits comptoirs urukiens des villages qui copiaient l'architecture et le style de la grande cité, comme si Uruk franchisait sa culture, semant des morceaux d'elle-même là où le commerce la portait. Mais le commerce n'était pas toujours pacifique. Quand on envoie des gens loin de chez eux, les tensions surgissent. Certains chercheurs pensent que l'expansion d'Uruk ressemblait parfois à de la colonisation. Imagine, tu te réveilles un matin dans ton pays, et des étrangers ont déjà bâti des temples à leur manière, exigeant le commerce à leurs conditions. Tout le monde n'accueillait pas cela avec joie. Cette facette rappelle que si le commerce apportait richesse et liens, il pouvait aussi provoquer rivalité et résistance. Et pourtant, malgré les tensions, les bénéfices étaient énormes. Les habitants d'Uruk avaient accès au cuivre pour leurs outils et armes, à des pierres précieuses pour leurs bijoux, au bois pour leur construction. Ces ressources rendaient la cité encore plus puissante. Souviens-toi du Temple blanc. Des structures comme celle-là avaient besoin de matériaux venus de loin. Sans commerce, Uruk n'aurait pas brillé dans l'histoire comme elle l'a fait. Ce qui rend cette histoire encore plus fascinante, c'est le lien avec l'identité d'Uruk. L'épopée de Gilgamesh, écrite bien plus tard, raconte des voyages au-delà de la cité, des quêtes dans des terres lointaines. On y devine l'écho des vrais marchands et voyageurs. L'idée qu'Uruk s'ouvrait vers l'extérieur n'était pas seulement économique, elle était inscrite dans l'imaginaire. Finalement, ce vaste réseau a fini par s'affaiblir. À la fin de la période d'Uruk, beaucoup de ces comptoirs furent abandonnés. Les routes changèrent, les pouvoirs locaux grandirent, et Uruk perdit son influence d'autrefois. Mais pendant un temps, Uruk a été comme le cœur battant de la Mésopotamie, envoyant sa sève vers des régions lointaines et recevant des richesses en retour. C'est incroyable de voir à quel point cela ressemble à notre monde actuel. Nous dépendons de biens venus de loin, de routes commerciales qui nous relient à des terres que nous ne visiterons jamais. Uruk faisait la même chose il y a des millénaires. Ils ont posé les bases de l'idée même de société interconnectée. Alors, la prochaine fois que tu imagines Uruk, ne vois pas seulement ses murailles et ses temples. Imagine les bateaux accostant avec des produits exotiques, les caravanes poussiéreuses arrivant du désert, les scribes comptant les échanges sur de petites tablettes d'argile. La grandeur d'Uruk n'était pas seulement dans ce qu'elle construisait, mais dans l'étendue de sa portée à travers les fleuves, les déserts, et jusque dans l'histoire partagée de la civilisation humaine. Ombre akkadienne. Uruk sous l'empire de Sargon, imagine une ville qui avait autrefois été le centre du monde, avec des temples rayonnant d'autorité divine et des marchés remplis de produits venus de loin. Maintenant, imagine cette même ville soudain éclipsée par une nouvelle puissance, si ambitieuse qu'elle prétend unir toute la Mésopotamie sous une seule règle. Voilà Uruk à l'époque de Sargon d'Akkad. Autrefois cœur incontesté de la civilisation, Uruk se retrouve sous le poids d'un empire qu'elle n'a pas choisi, mais auquel elle ne peut échapper. Sargon, parti de l'ombre vers le 24e siècle avant Jésus-Christ, a bâti l'empire d'Akkad par la force, la ruse et une vision que la région n'avait jamais vue. Il a conquis les cités, États sumériennes l'une après l'autre, et Uruk, avec ses murailles légendaires et ses temples sacrés, n'a pas fait exception. La ville qui avait défini la royauté à travers les mythes de Gilgamesh devint un joyau dans la couronne de Sargon, une ancienne capitale absorbée par un nouvel ordre politique. Être conquise ne signifie pas qu'Uruk ait disparu. Son prestige était trop grand pour être ignoré. Les Akkadiens savaient que gouverner la Mésopotamie, ce n'était pas seulement mener des armées.
il fallait aussi hériter du poids culturel et religieux de villes comme Uruk. Pour régner, Sargon et ses successeurs devaient se présenter non seulement comme des conquérants, mais comme des héritiers légitimes des traditions sacrées cultivées depuis des siècles, notamment dans le quartier d'Eanna. Les temples continuaient de fonctionner, les rituels à Inanna et Anu se poursuivaient, mais désormais au service d'une dynastie étrangère. C'est un moment fascinant où mythe et politique se mêlent. Souviens-toi, dans l'épopée de Gilgamesh, le pouvoir du roi se mesure aussi à son lien avec les structures divines d'Uruk. Les Akkadiens, étrangers par la langue et l'identité, l'avaient bien compris. En contrôlant Uruk, ils revendiquaient le siège symbolique de la royauté. Ils n'ont pas effacé l'héritage d'Uruk. Ils se sont placés dans son ombre pour légitimer leur empire. La vie quotidienne a dû changer. Les scribes, qui écrivaient en sumérien, commencent aussi à noter en akkadien, mêlant les langues dans les textes administratifs. C'est le début d'un mélange culturel qui marquera la Mésopotamie pendant des siècles. Le commerce et les impôts sont redirigés pour nourrir la machine impériale. Uruk reste vital, mais a perdu son autonomie. Des décisions autrefois locales passent désormais par les ordres lointains d'Akkad. L'indépendance fière des cités sumériennes se dissout dans la mécanique de l'Empire. Et pourtant, Uruk résiste à sa manière. Des inscriptions plus tardives évoquent des révoltes contre le pouvoir akkadien, et Uruk fait partie des villes qui se lèvent. L'esprit de Gilgamesh, cette soif d'indépendance, résonne dans ces soulèvements. Écrasé, oui, mais preuve que la ville n'a jamais été vaincue dans son cœur. Les successeurs de Sargon, surtout son petit-fils Naram-Sin, transforment encore le paysage politique et culturel. Naram-Sin se proclame Dieu vivant, une prétention en tension avec les traditions de villes comme Uruk, où l'autorité divine passait par les temples et les prêtres. Imposer une telle vision, c'était plus que dominer politiquement, c'était réordonner le religieux. Pourtant, la solidité des institutions d'Uruk leur permet d'endurer, d'adapter et d'absorber même ces innovations impériales. Quand l'empire d'Akkad finit par s'effondrer conflits internes, invasion Guti, Uruk entre dans une nouvelle phase. Son rôle change encore, prouvant que, si les empires montent et tombent, l'identité d'Uruk est trop profondément gravée dans l'histoire pour disparaître. Plus tard, sous la dynastie d'Ur III, la splendeur d'Uruk renaît. Mais la mémoire de la domination akkadienne reste un chapitre où la ville apprend à vivre non plus au centre, mais sous le poids d'un autre pouvoir. En regardant en arrière, l'histoire d'Uruk sous Sargon n'est pas seulement celle d'une conquête, c'est une leçon d'adaptation et de survie qui montre comment les grandes villes portent leur héritage même dans l'ombre. Akkad a pu prendre la ville, mais n'a pas pu effacer l'idée d'Uruk. Et au bout du compte, cette idée, celle d'une cité qui incarne la civilisation, a survécu même au puissant empire akkadien. Uruk sous la dynastie d'Ur III, un retour à la splendeur, au moment où la dynastie d'Ur III s'impose, au XXIe siècle avant Jésus-Christ, Uruk est déjà ancienne. Imagine, une ville avec des siècles derrière elle, des temples restés debout à travers guerres, rois et chutes d'empire. Beaucoup pensaient que ses plus beaux jours étaient passés, que son temple blanc et ses routes commerciales n'étaient plus que souvenirs. Mais l'histoire n'avance pas en ligne droite. Sous les rois durs, surtout Shulgi, Uruk connaît un renouveau, un retour à la splendeur, qui rappelle au monde pourquoi elle fut la fierté de la Mésopotamie. On parle parfois d'une renaissance sumérienne. Après le chaos qui suit la chute d'Akkad, des villes comme Uruk se retrouvent prises dans un état centralisé ragaillardi. Et Uruk n'est pas laissée de côté. Elle redevient essentielle, politiquement et religieusement. Les rois durs comprennent le poids symbolique d'Uruk. La contrôler,
Ce n'est pas seulement posséder un territoire, c'est tenir un récit, un héritage qui remonte à Gilgamesh et au-delà. Imagine Uruk à cette époque. Rues animées, scribes gravant des tablettes, fonctionnaires collectant le grain pour redistribution, temple plein d'offrandes. L'État d'Ur III repose sur une bureaucratie serrée et Uruk en est une pièce maîtresse. On entend presque les marchands soupirer devant la pile de tablettes. Rien n'échappe au regard du roi. À côté du pratique, le sacré reprend force. La religion a toujours fondé le pouvoir à Uruk. Elle revit. Le grand quartier d'Eanna, dédié à Inanna, est de nouveau en plein essor. Le culte d'Anu demeure, même si l'influence d'Inanna le dépasse souvent. Rituels, fêtes, offrandes relient la ville non seulement à ses dieux, mais à tout l'empire. Quand les rois d'Ur se disent choisis par les dieux, les temples d'Uruk donnent du poids à ces mots. Si Inanna d'Uruk ou Anu du Temple Blanc te favorise, ton règne est béni. Shulgi, sans doute le plus célèbre des rois d'Ur III, marque Uruk. Il ne cache pas son orgueil. Coureur, musicien, presque figure divine à ses yeux, ses chantiers couvrent la Sumer, et Uruk, avec ses racines spirituelles profondes, est l'une des perles qu'il polite. Restauration, nouvelle construction, soutien constant au temple, tout redonne de l'élan à la ville. Pour les habitants, cela a dû ressembler à un âge d'or retrouvé. Bien sûr, ce n'est pas que foi et fierté, c'est aussi politique. L'État d'Ur III sait l'importance de garder des villes clés comme Uruk prospères et loyales. Les temples ne sont pas que des lieux de culte. Ce sont des moteurs économiques qui gèrent terre, travailleurs et échanges. Relancer Uruk, c'est renforcer toute la dynastie. Le lien entre bureaucratie, religion et vie quotidienne est plus serré que jamais. Sous la surface, pourtant, des fissures apparaissent. La dynastie d'Ur III, malgré son éclat, repose sur un contrôle très strict. La bureaucratie qui remplit les greniers des temples peut aussi étouffer. Les autorités locales se heurtent parfois au pouvoir central. Et si Uruk brille de nouveau, son destin reste lié à celui de la dynastie. Quand Ur III s'effondre, invasions élamites, tensions internes, Uruk ressent encore la morsure du déclin. Mais ce renouveau laisse une trace. Imagine te promener dans Uruk après des siècles d'incertitude et voir ses temples vivants, ses marchés pleins, son peuple confiant. Pendant 1 ou 2 générations, on a vécu dans une ville qui semblait invincible, renaissant des cendres du chaos. On a peu être recommencé à murmurer les histoires de Gilgamesh, rattachant la gloire du présent à la renommée éternelle du roi légendaire. Ce qui frappe, c'est la capacité d'Uruk à revenir. Rappelle-toi sa chute à la fin de la période d'Uruk, sa soumission aux Akkadiens. Chaque fois, elle aurait pu s'effacer. Chaque fois, elle retrouve un chemin. Sous Ur III, Uruk prouve encore qu'elle n'est pas qu'un empilement de briques et de ziggourats. C'est une idée, un héritage trop puissant pour disparaître. Ainsi, au temps d'Ur III, Uruk resplendit de nouveaux cités de dieux, de rois et de scribes dressés au cœur de la Mésopotamie. Sa splendeur rappelle que même les plus vieilles villes peuvent retrouver la vie et que l'histoire sait revenir à la grandeur, ne serait-ce que pour un temps, les racines obéides, les fondations avant l'essor d'Uruk. Imaginez une plaine poussiéreuse au bord de l'Euphrate inférieur, plus de 7000 ans en arrière. Pas de ziggourats, pas de murailles, pas encore de marché, seulement des rangées de maisons en briques de boue et des gens qui apprenaient à vivre ensemble à plus grande échelle. Voilà la période d'Obéide, la base discrète mais essentielle sur laquelle Uruk allait se dresser. Uruk n'est pas apparu d'un coup.
Chaque avancée repose sur des siècles de petites étapes. La culture obéide, qui commence vers le milieu du 6e millénaire avant Jésus-Christ, est l'une de ses racines cachées. Sans elle, Uruk, la première grande ville, n'aurait être jamais existé. À quoi ressemblait la vie? De longues maisons basses, faites de boue et de roseaux, alignées en rang. Leur forme en T s'est répandue dans tout le sud de la Mésopotamie. Ce n'étaient pas des abris temporaires, mais des foyers permanents. Et la permanence, ça change la manière de penser. L'agriculture dirigeait tout. L'Euphrate et le Tigre, imprévisibles mais fertiles, furent peu à peu maîtrisés. Les canaux d'irrigation transformèrent des sols secs en champs, nourrissant de plus en plus de monde. Mais avec la croissance venaient de nouvelles questions. Qui organise le travail? Qui décide où l'eau coule? Ces questions plantèrent les premières graines du pouvoir, bien avant les rois. La religion aussi prit racine. De petits sanctuaires s'élevaient au-dessus des villages, montrant leur importance. Des figurines en argile, à la tête allongée, témoignent de rituels que nous ne comprenons pas encore. L'idée d'un ordre partagé entre humains et dieux était en train de naître. Plus tard, les temples d'Eanna à Uruk l'amplifieraient, mais ici on en voit les premiers signes. Le commerce s'étendait aussi. La poterie obéide, reconnaissable entre toutes, voyageait du golfe Persique jusqu'au nord de la Mésopotamie, transportant biens et idées. Le sud n'était pas une zone isolée, mais déjà un carrefour d'échanges. La société obéide se distinguait aussi par son relatif équilibre. Les maisons avaient à peu près la même taille, et les tombes manquaient de trésors. Le pouvoir existait, mais n'était pas encore figé en dynastie. Pourtant, les fissures commençaient à apparaître. Gérer de grands groupes demandait des chefs, et prêtres ou administrateurs commencèrent à émerger. Les germes de la hiérarchie étaient semés, prêts pour l'essor d'Uruk. Quand on parle de Gilgamesh ou du temple blanc d'Anu, souvenons-nous de ses débuts plus calmes. La gloire d'Uruk venait directement des racines obéides dans l'architecture, l'agriculture, la religion, le commerce et le pouvoir. Imaginez l'arbre encore une fois. La période obéide, c'est ce qui est sous terre, invisible mais indispensable. Sans ses racines, Uruk n'aurait jamais pu s'élever. Et en avançant dans l'histoire d'Uruk, on verra comment ses racines ont poussé vers le ciel, transformant de simples villages en la première vraie ville. Alors, faisons une pause dans ces villages obéides, où des figurines d'argile veillaient sur des maisons modestes, où les canaux scintillaient, et où, sans le savoir, les gens posaient les bases de la civilisation. L'âge d'Uruk arrivait, mais l'histoire commençait ici. Le début de la période d'Uruk, l'urbanisation sur l'Euphrate. Imagine-toi au bord de l'Euphrate, il y a des milliers d'années. Le soleil se lève sur des maisons en briques de boue, la fumée monte dans le ciel, des bateaux glissent chargés de céréales et de poissons. Ces cabanes, encore à peine des villages, allaient devenir autre chose. Une vraie ville. Voilà l'émerveillement de la période d'Uruk, quand l'humanité est passée de fermes dispersées au tumulte organisé de la vie urbaine. Pendant des siècles, de petits villages marqués par la culture d'Ubaïd parsemaient les plaines. Ils utilisaient déjà l'irrigation et bâtissaient des communautés centrées sur les temples. Mais vers le milieu du 4e millénaire avant Jésus-Christ, tout change. Les populations explosent. Les canaux s'étendent comme des veines. Et à un endroit, toutes ces avancées se rassemblent. Uruk. Ce qui distingue Uruk, c'est la permanence. Les visiteurs n'y voyaient pas seulement des champs, mais des rues larges, des temples monumentaux et du travail spécialisé. Potiers, prêtres, bâtisseurs, chacun avait un rôle. La division du travail marquait l'urbanisation. Uruk n'était plus un grand village, c'était la première vraie ville.
L'Euphrate rendait tout cela possible. L'irrigation demandait une surveillance constante, donc des règles et des chefs. Sans coopération, les canaux s'effondraient et la nourriture disparaissait. La survie commune liait les gens sous de nouvelles structures de pouvoir, plus tard visibles dans des complexes comme le quartier d'Eana. À la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, Uruk s'étendait sur des centaines d'hectares, peut être avec 50 000 habitants, un chiffre jamais vu ailleurs. Les marchés bourdonnaient, les ateliers produisaient pour le commerce, les temples vibraient de rituels. Pour un étranger, ça devait être écrasant. Le commerce allait loin. L'obsidienne, le lapis-lazuli et le cuivre arrivaient, tandis qu'Uruk envoyait poterie, textile et idées. L'expansion pacifique ou non posait les premières pierres de la mondialisation, mais la croissance amenait aussi des tensions. Les habitants se disputaient les ressources et Uruk construisit des murailles. Ces murs n'étaient pas seulement des barrières. Ils criaient une identité. Voici notre ville et nous la défendrons. La période d'Uruk ressemble à une expérience humaine en direct. L'écriture était proche, bientôt naîtrait le cunéiforme. La religion s'étendait, le pouvoir politique se consolidait et les mythes de rois comme Gilgamesh prenaient forme. Uruk était un grand essai et il a fonctionné. Cette période ne transforma pas seulement la Mésopotamie, elle changea la pensée humaine. Après la vie dans une ville, les petits villages paraissaient étouffants. Uruk offrait sécurité, opportunité, appartenance. Pas étonnant qu'elle soit restée dans la légende longtemps après la chute de ses murs. Et ce n'est que le début. Bientôt, nous entrerons dans les temples, nous rencontrerons les dirigeants et nous verrons l'écriture apparaître dans l'argile. Mais tout commence ici avec l'Euphrate et l'idée audacieuse que la vie pouvait être plus que la survie. Elle pouvait être civilisation, l'invention de l'écriture. Le cunéiforme naît à Uruk. Imagine-toi dans une ville animée il y a presque 5000 ans. L'air est épais de l'odeur de l'argile cuite dans les fours. Les animaux bêlent sur le marché, les voix se mêlent dans le bruit du commerce. Mais, au milieu de ces sons familiers, quelque chose d'extraordinaire surgit discrètement. La naissance d'un nouveau langage, non pas parlé, mais pressé dans l'argile. Uruk, cette cité mésopotamienne, allait transformer à jamais la façon dont les humains se souvenaient, enregistraient et pensaient. Avant ce moment, la mémoire était fragile. Les gens comptaient sur la tradition orale, transmettant récits et informations de bouche à oreille. Cela fonctionnait seulement tant que les détails restaient clairs. Mais imagine gérer une ville, son commerce, ses temples, ses paysans, ses chefs uniquement avec la mémoire. Le chaos était assuré. Alors, les habitants d'Uruk ont fait quelque chose de révolutionnaire. Ils ont enfermé les mots, les nombres et les idées dans l'argile. Au début, l'écriture n'était pas pour la poésie. Elle était pratique. Les administrateurs devaient suivre l'orge, les moutons, l'argent et le travail. Ils utilisaient de petites jetons en argile, en forme de sphère, de cône ou de disque, chacun représentant une marchandise. Un cône pouvait signifier le grain, une sphère le bétail. On enfermait ces jetons dans des enveloppes d'argile appelées bulles. Pour indiquer ce qu'il y avait dedans, les scribes appuyaient les jetons sur la surface. Puis vint la percer, se passer des jetons et presser directement les signes dans l'argile. Ce sceau fit naître les premiers vrais signes écrits. Ce système devint le cunéiforme, du latin cunus, coin, à cause des marques en forme de clous laissées par un calame en roseau. Il commença comme des pictogrammes, mais devint vite abstrait, des traits plus rapides et simplifiés. Bientôt, les tablettes d'argile remplirent les temples et bureaux d'Uruk. Ce n'était pas que des listes, c'était l'aube de l'histoire. Avant Uruk,
Le passé disparaissait à chaque génération. Avec l'écriture, la mémoire devint permanente. Une dette due, une offrande faite une fois inscrite, elle pouvait être vérifiée, contestée, gardée. L'écriture donna à la société une responsabilité et à l'humanité le pouvoir d'aller au-delà de la voix. Beaucoup de cela commença dans le quartier d'Eana, le complexe religieux d'Uruk. Là, prêtres et administrateurs utilisèrent sans doute le cunéiforme les premiers. L'écriture était liée à l'autorité, un outil pour gérer les ressources. Les scribes, capables de lire et écrire, devinrent de puissants gardiens du savoir. Très vite, les signes ne représentèrent plus seulement des objets, mais aussi des sons. Ce fut le tournant. Les mots pouvaient maintenant être capturés phonétiquement, permettant aux idées de voyager clairement. Cela ouvrit la voie aux mythes, aux prières, aux lois et à la littérature. Sans le cunéiforme, il n'y aurait pas d'épopée de Gilgamesh, la première grande histoire du monde. L'écriture se répandit rapidement. On a retrouvé des tablettes d'Uruk à des centaines de kilomètres, preuve de son influence culturelle. D'autres villes adoptèrent et modifièrent ce système. L'écriture devint non pas seulement l'invention d'Uruk, mais un trésor partagé de l'humanité. Et pourtant, pense à l'intimité de ces premiers scribes. Assis en tailleur sur un sol de terre, calame en main, pressant des clous dans l'argile humide, ils n'essayaient probablement pas d'inventer la technologie la plus importante de la civilisation. Ils en avaient sans doute assez de retenir des comptes de grains dans leur tête. Mais parfois, le plus petit problème déclenche la solution qui change le monde. Il est facile d'oublier la révolution discrète commencée ici. Nous vivons entourés d'écritures sur les écrans, dans les livres, sur les panneaux, tellement que nous n'y pensons presque plus. Mais chaque mot écrit, chaque histoire partagée fait partie d'une chaîne qui remonte à Uruk, jusqu'aux premiers signes gravés par des mains patientes, jusqu'à cette ville où la mémoire n'était plus passagère, où la voix humaine gagnait une permanence. Uruk a offert au monde l'écriture, et avec elle, la possibilité de ne jamais oublier. Et au fond, n'est-ce pas le désir le plus humain de tous? Être rappelé, laisser une trace qui survit après que nos voix se soient tues. Le temple blanc et le culte d'Anu. Imagine-toi sur la plaine plate de Mésopotamie il y a plus de 5000 ans, quand le soleil frappait si fort qu'il craquelait la terre sèche. Au-dessus de cet horizon sans fin surgissait quelque chose d'irréel. Un temple blanc étincelant, posé sur une immense plateforme, visible de très loin. Pour un simple fermier ou marchand approchant d'Uruk, ce n'était pas juste un bâtiment, c'était un message. Sans un mot, il te disait que là vivaient les dieux, les rois et une puissance plus grande que tout ce que tu pouvais imaginer. Cette merveille, c'était le temple blanc, dédié à Anu, le grand dieu du ciel, Punsi. Dans un monde où la survie dépendait de crues imprévisibles et de récoltes qui pouvaient échouer du jour au lendemain, tu regardais le ciel infini et tu te demandais qui contrôle tout ça. Pour le peuple d'Uruk, la réponse était Anu. Lointain, inaccessible, mais au sommet de l'ordre divin. Et pour lui, ils ont construit un temple qui montait vers le ciel, non seulement une maison pour le Dieu, mais aussi une scène pour la dévotion humaine, l'émerveillement et le pouvoir. Le temple se dressait sur un énorme ziggurat, une sorte de montagne artificielle. Bien avant les grandes pyramides à degrés qu'on imagine en pensant au mot ziggurat, l'idée était déjà là, élever l'espace sacré au-dessus de la poussière et du bruit, le rapprocher du divin. Et ce n'était pas seulement pratique. Avec son enduit de plâtre blanc, il brillait sous le soleil mésopotamien, un phare visible de loin. Imagine-toi arriver à Uruk et voir cette vision étincelante. Tu te serais senti petit, humble, être même un peu effrayé.
Mais le temple blanc n'était pas seulement pour Anu, il était aussi pour ceux qui contrôlaient l'accès à lui. Les prêtres étaient au cœur de ce culte, accomplissant des rituels et des sacrifices invisibles aux simples citoyens. C'était comme un pont secret entre le ciel et la terre, réservé à quelques élus. Cette exclusivité donnait aux prêtres un pouvoir immense. Si tu voulais des bénédictions, si tu voulais être protégé des crues ou des ennemis, tu avais besoin d'eux. Ainsi, religion et autorité se fondaient en une seule structure solide. Uruk n'avait pas seulement le temple d'Anu. Il y avait aussi le quartier d'Eanna, consacré à Inanna, déesse de l'amour et de la guerre. Cette coexistence de lieux sacrés montre quelque chose de fascinant. Uruk était déjà une ville où différentes traditions pouvaient coexister, parfois même rivaliser. Mais le temple d'Anu avait un poids particulier. Être lié au Dieu du ciel, c'était revendiquer une légitimité universelle. Plus tard, les rois, pour prouver leur grandeur, invoqueraient Anu comme pour dire « Regardez, je ne règne pas seulement sur cette ville, mais sous la bénédiction du plus grand des dieux. » Si tu imagines les rituels dans le temple blanc, pense à des lampes à huile vacillantes, aux chants des prêtres, aux offrandes de nourriture, de boissons et d'encens qui montaient dans l'air. Ce n'étaient pas seulement des cadeaux, mais des échanges. Tu donnes au Créateur, et peu être qu'il te donne en retour. Tu ne donnes pas, et tu risques sa colère. C'était à la fois de la foi et de la politique, réunis dans une croyance commune qui tenait la société ensemble. Ce qui est incroyable, c'est à quel point cette fusion entre foi et pouvoir est ancienne. Souviens-toi des racines Ubaï. Déjà à cette époque, l'idée de communauté centrée sur les temples existait, mais à Uruk, elle a explosé en quelque chose de monumental, littéralement. Ces temples surélevés n'étaient pas seulement des lieux de culte. Ils étaient le cœur de la ville, organisant le travail, stockant les surplus, servant de centre de justice. Et le temple blanc se dressait au sommet de ce système, à la fois physiquement et symboliquement. Avec le temps, les temples comme celui d'Anu ont inspiré l'architecture mésopotamienne, des zigguras de Babylone aux complexes sacrés d'autres grandes cités. Mais il y a quelque chose de poétique dans le temple blanc. Il n'existe plus, et pourtant sa mémoire influence encore notre vision de la religion et de la vie urbaine de l'Antiquité. Ces ruines parlent non seulement de briques et de plâtre, mais aussi de peur, d'espoir et du besoin humain de toucher l'infini. Et voici une pensée. Quand Gilgamesh, le roi légendaire d'Uruk, est évoqué dans les épopées, les temples de la ville sont toujours en arrière-plan. Ils étaient plus que des bâtiments. Ils étaient la colonne vertébrale de l'identité d'Uruk. Le culte d'Anu liait la cité au ciel, tandis que d'autres dieux entraînaient le peuple dans des histoires d'amour, de guerre et de destin. Mais le temple blanc d'Anu fut la première déclaration. Uruk n'est pas seulement un regroupement de maisons, c'est une cité placée sous l'autorité divine. Alors, la prochaine fois que tu imagines ces plaines antiques, ne pense pas seulement aux maisons en briques de terre et aux marchés animés. Imagine ce temple blanc, lumineux, qui s'élève au-dessus de tout. Pour les habitants d'Uruk, ce n'était pas seulement de la pierre et du plâtre, c'était le ciel descendu sur terre, une promesse, et peut être un avertissement. Le Créateur observait toujours. Les sauts cylindres, petits objets, grandes révolutions. Imaginez tenir dans votre main quelque chose pas plus grand que votre pouce, taillé dans la pierre avec une précision incroyable. À première vue, ça paraît simple, un petit cylindre gravé de motifs, mais faites-le rouler sur de l'argile humide, et d'un coup une scène entière apparaît, des prêtres en procession, des idoles assises sur des trônes, des marchands scellant leurs marchandises. Ce petit objet, le seau-cylindre, fut l'un des outils les plus révolutionnaires de la Mésopotamie ancienne.
et nulle part il ne fut plus important qu'à Uruk. On peut facilement sous-estimer ces artefacts minuscules. Ils ressemblent à des bijoux, et d'une certaine manière, ils l'étaient. Portés autour du cou, ils servaient de marque personnelle, de symbole d'identité et d'autorité. Mais c'était bien plus que de simples ornements. Les sceaux cylindres étaient les clés d'un nouveau monde, celui de l'organisation, de la communication et du pouvoir. Pour comprendre, il faut revenir dans les rues animées et les temples d'Uruk, au 4e millénaire avant Jésus-Christ. Uruk grandissait vite. À ce moment-là, c'était devenu la plus grande ville du monde, avec des dizaines de milliers d'habitants. Et autant de gens, ça veut dire des échanges sans fin, de l'orge livrée au temple, des moutons vendus au marché, des biens stockés dans des entrepôts. L'écriture naissait justement à Uruk pour garder trace de tout ça, mais l'écriture seule ne suffisait pas. Comment être sûr qu'un document était authentique? Comment prouver qui avait passé un accord ou à qui appartenait une jarre de grains? C'est là que les sceaux cylindres entraient en jeu. Chaque sceau était unique, gravé avec soin, servant de signature. En le roulant sur une tablette d'argile ou en l'imprimant sur le bouchon d'une jarre, il laissait un motif répétitif qui marquait la propriété ou l'autorisation. Si vous pensez aux cartes d'identité, aux puces de cartes bancaires ou aux mots de passe numériques d'aujourd'hui, les sceaux cylindres en étaient les ancêtres. Ils garantissaient la confiance dans un monde où la réputation personnelle était la monnaie de survie. L'art est saisissant. Certains montrent des animaux en rang parfait, d'autres des scènes mythologiques où des humains font face aux dieux. Dans ces minuscules œuvres, on entrevoit les valeurs du peuple d'Uruk, leurs idoles, leur hiérarchie, leur sens de l'ordre. Et contrairement aux temples immenses comme Léana ou au grand temple blanc, ces sceaux mettaient ce monde dans la main de quelqu'un, à la fois outils pratiques et petites œuvres d'art, un aspect fascinant. Ils montrent la fusion entre administration et religion. Beaucoup des premiers sceaux étaient liés au stockage dans les temples. À Uruk, les temples n'étaient pas seulement des lieux de culte, mais de véritables centres économiques, contrôlant des masses de biens et de travail. Les sceaux assuraient que tout ce qui entrait ou sortait était vérifié. En un sens, ils rappelaient l'idée que les dieux eux-mêmes surveillaient chaque transaction. Plus tard, quand les rois s'élevèrent à Uruk, les sceaux devinrent aussi symboles de pouvoir royal. C'est révolutionnaire. Un morceau d'argile marqué par un minuscule cylindre pouvait garantir la confiance à travers le temps et l'espace. Ça permettait des contrats, de la propriété, du stockage au-delà de la simple confiance en face à face. C'est le début de la bureaucratie, pas la paperasse ennuyeuse d'aujourd'hui, mais la base de la civilisation organisée. Sans ce système, Uruk n'aurait pas pu fonctionner comme la première grande ville du monde. Les sceaux étaient aussi personnels. Les archéologues en ont trouvé enterrés avec leurs propriétaires, comme s'ils étaient inséparables, même dans la mort. Ça se comprend. Dans une ville qui grossissait aussi vite qu'Uruk, où l'on croisait sans cesse des étrangers, avoir un sceau, c'était dire « c'est moi, cette marque, c'est ma parole ». Et ils ont voyagé bien au-delà d'Uruk. Avec le commerce qui s'étendait en Mésopotamie et ailleurs, ces objets accompagnaient marchands et fonctionnaires, diffusant non seulement des biens, mais aussi des manières de faire. L'empreinte du sceau devint une langue de confiance reconnue entre cultures, un petit symbole puissant de l'expansion de la civilisation. Alors quand on évoque l'écriture, la royauté, ou même l'épopée de Gilgamesh, rappelons-nous ces outils modestes. Ils étaient la colle qui tenait la ville ensemble, rendant possible l'organisation à grande échelle. Sans eux, ni les temples, ni les marchés, ni même le poids de l'écrit n'auraient existé de la même façon. La prochaine fois que vous imaginez Uruk, ne pensez pas seulement aux murs immenses ou aux foules.
Imaginez un scribe silencieux, pressant un petit cylindre sur de l'argile, laissant une image qui disait « C'est vrai, c'est à moi, ça durera ». Toute une civilisation roulée dans l'argile, révolution après révolution, un sceau à la fois, les premiers rois, dirigeants légendaires d'Uruk. Imaginez Uruk à son apogée, des murailles à perte de vue, des temples blancs brillants au soleil, des marchés pleins de voix échangeant du grain, du cuivre et de la poterie. Derrière tout ce tumulte, on murmurait les noms d'hommes qui n'étaient pas de simples chefs. Ils étaient plus grands que nature, les premiers rois d'Uruk, à la frontière entre l'histoire et le mythe. Ces hommes ont façonné le destin de la ville, et leur ombre plane encore dans les récits les plus anciens du monde. L'idée même de royauté était nouvelle. Avant, les communautés étaient dirigées par des prêtres ou des conseils, le pouvoir partagé et lié à la religion. Mais à mesure qu'Uruk grandissait, un leadership centralisé devenait nécessaire. Il fallait organiser les canaux, défendre les murs, sécuriser le commerce, approvisionner les temples. C'est de ce besoin qu'est né le Lugal, littéralement le grand homme. Le titre portait du poids. Il désignait une autorité, mais aussi une responsabilité. Un homme qui incarnait l'unité de la cité. Parmi les premiers souverains connus, on cite Enmerkar, roi fondateur de dynasties et bâtisseur des murailles d'Uruk, selon la légende. Des récits racontent sa rivalité avec la cité d'Arata, loin l'est, pour la richesse et le prestige. Certains disent même que l'écriture fut inventée sous son règne pour envoyer des messages à cette cité lointaine. Qu'on y croit ou non, ça révèle une réalité. Uruk étendait déjà son influence bien au-delà de ses champs, et ses rois en étaient le visage. Vient ensuite Lugalbanda, un nom qui résonne à la fois dans l'histoire et dans la légende. Il fut vu non seulement comme un roi, mais comme un héros, survivant à des épreuves dans les montagnes, plus tard vénéré comme une idole. Ses récits, faits de prières, d'épreuves et de miracles, en faisaient un pont entre l'humain et le divin. Pour les habitants d'Uruk, il était plus qu'un homme. Il prouvait que leurs dirigeants avaient la faveur des dieux, que la cité était choisie. Mais le plus célèbre fut Gilgamesh, 5e roi d'Uruk, dont le règne, vers le 27e siècle avant Jésus-Christ, nous a laissé plus de légendes que de faits. Son nom reste lié à l'épopée qui porte son histoire, mélange d'héroïsme, d'arrogance, de deuil et de sagesse. On dit qu'il fit construire les murailles colossales d'Uruk, celles-là même qui définissaient sa puissance. Son récit ne parle pas seulement de pouvoir, mais de la quête universelle de sens, de mortalité et d'amitié. Ces rois étaient plus que des dirigeants. Ils étaient les symboles de la transformation d'Uruk. Chaque légende, les rivalités d'Enmerkar, la survie de Lugalbanda, la quête de Gilgamesh, reflétait les préoccupations de la cité. Expansion, bénédiction divine, lutte contre la mort. À travers eux, les habitants trouvaient une façon de comprendre leur monde. Le pouvoir n'était plus seulement organiser des canaux ou mener des armées. Il devenait un récit qui liait roi et peuple. Il faut aussi rappeler que les temples gardaient une puissance énorme. Les prêtres et prêtresses d'Eanna et d'Anu travaillaient aux côtés des rois, brouillant souvent les frontières entre autorités religieuses et politiques. La royauté à Uruk n'était pas absolue. Elle était un équilibre, une négociation constante avec le divin par des rituels et des offrandes. Gouverner, c'était marcher entre l'humain et le Créateur. L'archéologie nous en donne des échos. Inscriptions, tablettes d'argile, poèmes épiques gardent leurs noms, souvent exagérés. La liste royale sumérienne leur prête des règnes de centaines d'années. Le mythe et la mémoire se confondaient vite. Mais derrière les exagérations, il y a un fond de vérité.
Uruk avait des dirigeants assez puissants pour être rappelés des millénaires plus tard. Les premiers rois d'Uruk n'ont pas seulement guidé leur peuple, ils ont inventé l'institution de la monarchie. Leur règne a défini ce que c'était qu'être roi en Mésopotamie. Protecteur, bâtisseur, guerrier, intermédiaire avec les dieux. Plus tard, les souverains de Sumer, d'Akkad, de Babylone et d'Assyrie suivraient ce modèle, cherchant leur légitimité dans l'écho des premiers rois d'Uruk. Penser aux premiers rois, c'est penser à plus que des hommes. C'est voir naître l'idée qu'une personne pouvait incarner toute une cité, ses murs, son peuple, ses idoles. Et Uruk, première grande ville du monde, fut la scène où cette idée prit vie. Bientôt, nous plongerons dans l'histoire de Gilgamesh lui-même, où les frontières entre roi et mythe disparaissent complètement. Mais pour l'instant, imaginez ces premiers rois d'Uruk, debout à l'aube de l'histoire, leurs noms gravés sur l'argile, leurs exploits chantés en épopée, leur cité s'élevant avec eux dans la légende. Gilgamesh, mythe, mémoire et le roi d'Uruk. Imagine un roi si puissant que son nom refuse de disparaître. Un souverain à la frontière entre l'homme et le divin, dont les exploits résonnent à travers des milliers d'années. C'est Gilgamesh, le fils le plus célèbre d'Uruk. Était-il réel? Était-il un mythe? Ou bien quelque chose entre les deux, une mémoire transformée par le besoin humain de raconter des histoires plus grandes que la vie elle-même? L'histoire de Gilgamesh commence au cœur d'Uruk, où il est décrit comme 2 tiers divin et 1 tiers humain. Ce mélange étrange nous dit déjà quelque chose d'important. Les habitants d'Uruk le voyaient non seulement comme un roi, mais comme quelqu'un qui portait l'essence même des dieux. Pourtant, il le montrait aussi avec des défauts orgueilleux, agités, avides de pouvoir et de gloire. Gilgamesh incarne ainsi le paradoxe ultime, un roi à la fois craint et aimé, célébré pour sa force mais aussi pour ses faiblesses. Les archives archéologiques laissent penser qu'il y a peu être eu un Gilgamesh historique. Certaines listes royales de Mésopotamie mentionnent un roi d'Uruk vers la période des dynasties archaïques, autour de 2700 avant Jésus-Christ. Mais ce ne sont que de minces traces, un nom parmi d'autres. Ce qui rend Gilgamesh extraordinaire, ce n'est pas seulement qu'il ait pu exister, mais que sa mémoire soit devenue immense, une légende qui a survécu aux empires. Les récits qui l'entourent révèlent autant sur Uruk que sur l'homme lui-même. Ils décrivent une ville entourée de murailles gigantesques, preuve de la puissance de Gilgamesh. Ces murs n'étaient pas seulement de la pierre et de la brique de boue, ils symbolisaient la permanence, proclamant qu'Uruk durerait. Même aujourd'hui, les archéologues en suivent encore les traces, reliant le mythe à la réalité matérielle. Mais ce qui définit le plus Gilgamesh, c'est sa quête incessante de sens. Dans les histoires qui forment sa légende, il n'est pas seulement guerrier ou bâtisseur, mais chercheur. D'abord, il abuse de son pouvoir, gouvernant avec arrogance. Les dieux répondent en créant Enkidu, un homme sauvage destiné à le défier. Pourtant, au lieu de rester ennemis, les deux deviennent inséparables, leur amitié formant le cœur du cycle de Gilgamesh. Ensemble, ils tuent des monstres, défient les dieux, et gravent leur nom dans le monde. Quand Enkidu meurt, Gilgamesh affronte l'ennemi qu'il ne peut vaincre, la mort. Bouleversé, il part dans un voyage qui reflète la lutte éternelle de l'humanité contre la mortalité. Il cherche Utnapishtim, le survivant d'un grand déluge, une figure qui rappelle Noé, pour découvrir le secret de l'immortalité. Mais il échoue. Finalement, il revient à Uruk sans la vie éternelle, mais avec la sagesse. Son héritage n'est pas la jeunesse éternelle, mais la force durable de sa ville et les récits qui gardent sa mémoire vivante. Ici, mythe et mémoire se mélangent.
Gilgamesh a-t-il vraiment foulé les rues d'Uruk, ou n'était-il qu'un reflet des espoirs et peurs humains? Peut être les deux. L'essentiel est que les habitants d'Uruk avaient besoin de lui. Ils avaient besoin d'une figure qui incarnait leur fierté, leur résistance et leur désir de dépasser le temps. À travers lui, ils pouvaient s'imaginer liés au divin. Ce n'est pas un hasard si l'épopée de Gilgamesh, que nous verrons plus tard, est considérée comme la première grande œuvre littéraire. Cette épopée est née de ces mythes d'un roi que l'on ne pouvait oublier. Elle montre comment l'invention de l'écriture, née à Uruk, est devenue un réceptacle de mémoire. Sans les tablettes cunéiformes, Gilgamesh aurait être été un simple nom perdu dans la poussière. Au lieu de ça, sa voix a traversé les siècles, influençant les mythes de la Mésopotamie à la Grèce et au-delà. Pense aussi à la façon dont d'autres cultures l'ont remodelé. Certaines insistaient sur sa tyrannie, d'autres sur son héroïsme. Mais dans toutes les versions, il reflète les questions éternelles de l'humanité. Que signifie être mortel? Quel héritage laissons-nous? Nos noms peuvent-ils nous survivre? L'histoire de Gilgamesh ne parle pas seulement d'un homme. Elle parle d'Uruk elle-même, une ville si influente que son roi devint l'archétype de la royauté pour des générations. À travers lui, Uruk proclamait sa grandeur. Et à travers lui, nous apercevons les peurs, les rêves et les ambitions des habitants d'il y a 5000 ans. Alors être que la vérité est là. Gilgamesh est à la fois homme et mythe, mémoire et légende. Son corps s'est effondré, mais son histoire demeure, gravée dans l'argile, murmurée à travers les millénaires. Et tant que nous raconterons son récit, le roi d'Uruk vivra encore. La guerre et les murailles. Les premières innovations militaires d'Uruk. Ferme les yeux et imagine-toi devant les murs d'Uruk il y a plus de 5000 ans. S'élevant haut au-dessus de la plaine, il semblait s'étendre à l'infini, enfermant une ville comme le monde n'en avait jamais vu. Pour les fermiers et les marchands qui franchissaient ses portes, ces murs étaient une protection. Pour les rivaux à l'horizon, c'était un avertissement. Uruk était puissante, organisée, prête à la guerre. On a parfois tendance à imaginer la Mésopotamie ancienne comme une mosaïque paisible de villages au bord des fleuves. Mais la croissance rapide d'Uruk a tout changé. Quand des dizaines de milliers de personnes vivaient ensemble, les ressources devenaient précieuses et les voisins se transformaient souvent en concurrents. Contrôler l'eau de l'Euphrate, protéger les champs fertiles et sécuriser les routes commerciales demandait quelque chose de nouveau. L'innovation militaire. Uruk fut l'une des premières à comprendre que la survie et la domination dépendaient d'une défense organisée et d'une attaque réfléchie. Les murs sont le symbole le plus connu de ce tournant. La tradition les attribue à Gilgamesh, le roi légendaire d'Uruk, mais l'archéologie prouve qu'ils existaient bien avant lui. Construits avec des millions de briques de terre, ils s'étendaient sur des kilomètres, englobant non seulement les maisons et les temples, mais aussi des champs et des ateliers. Ces murs n'étaient pas de simples barrières de boue. Ils étaient une déclaration d'identité. Vivre à l'intérieur, c'était être d'Uruk. Être à l'extérieur, c'était être étranger voire ennemi. Mais des murs seuls ne suffisent pas à protéger une cité. Les dirigeants d'Uruk le savaient et mirent en place des groupes d'hommes organisés pour combattre. Les premières armées n'étaient pas encore des soldats professionnels. C'étaient des fermiers et des artisans mobilisés au besoin. Pourtant, les bases d'une structure militaire existaient déjà, des unités apprenant à se déplacer ensemble, armées de lances, d'arcs et d'armes en pierre ou en cuivre. Avec le temps, l'arc devint un atout redoutable, permettant aux défenseurs de frapper l'ennemi avant qu'il n'atteigne les portes. Uruk fut aussi pionnière dans l'idée de projeter sa puissance au-delà de ses frontières.
À mesure que la ville étendait ses réseaux commerciaux vers l'Anatolie et les montagnes du Zagros, les conflits suivaient. Les marchands avaient besoin de protection. Les rivaux devaient être dissuadés. De petites expéditions se transformèrent sans doute en campagnes plus vastes, apprenant à Uruk l'importance de la logistique. Nourrir les combattants, coordonner leurs déplacements, garder le contrôle sur les territoires conquis. C'était l'aube de la guerre organisée et Uruk se trouvait en première ligne. Fait marquant, la guerre et la religion se mêlaient souvent. Beaucoup de quartiers sacrés, comme le grand complexe d'Eana, servaient aussi de centre où l'on collectait et distribuait les ressources. Les temples finançaient la fabrication des armes et organisaient les hommes. Les batailles n'étaient pas menées seulement pour survivre, mais sous la bénédiction des dieux. Partir en guerre, c'était servir la cité et le sacré en même temps, donnant aux combattants une conviction plus forte que la simple survie. Bien sûr, ce système avait ses limites. Quand les fermiers partaient combattre, les champs restaient vides, et les victoires pouvaient être de courte durée. Des rivaux comme Kish ou Lagash contestèrent plus tard la suprématie d'Uruk, prouvant que murs et armes ne garantissaient pas le pouvoir éternel. Mais durant ces siècles, les idées militaires d'Uruk, des murs pour la défense, des groupes organisés pour la bataille, des campagnes pour l'expansion, ont posé les bases qui résonneraient dans toute l'histoire mésopotamienne. C'était une véritable révolution. Une cité qui se défendait non plus avec quelques guerriers dispersés, mais avec un système coordonné mêlant architecture, armes et administration. Uruk transforma la défense en stratégie, et la stratégie en identité. Les murs ne repoussaient pas seulement les ennemis, ils donnaient aussi aux habitants un sentiment d'unité. Et dans un monde où les cités voisines luttaient sans cesse pour dominer, cette unité valait tout. Quand on parlera plus tard de Sargon d'Akkad et de son empire, ou d'Hammurabi et de ses lois soutenues par la force militaire, il faudra se souvenir que beaucoup de leur puissance venait d'idées testées pour la première fois à Uruk. Construire un mur, former des hommes à combattre ensemble, lier la guerre à la religion, voilà les fondations du pouvoir mésopotamien. Alors, imagine Uruk à son apogée. Des temples brillants dominant des fortifications solides, des guetteurs scrutant l'horizon, des archers postés sur les murs. Derrière les portes, des caravanes partaient vers des terres lointaines, protégées par la force militaire d'Uruk. Et pour tout rival observant de loin, le message était clair. Uruk n'était pas un simple village. C'était une cité armée d'innovation, défendue par la foi et encerclée de murailles qui proclamaient au monde « Nous sommes là et nous sommes forts ». Le déclin de la période d'Uruk. Le pouvoir se déplace en Mésopotamie. Imaginez Uruk à son apogée, des canaux qui serpentent comme des lignes de vie dans la plaine, des temples qui dominent des quartiers pleins d'animation, des marchés chargés de poteries, de textiles et de biens exotiques venus de très loin. Pendant des siècles, Uruk a été le cœur battant de la Mésopotamie, le lieu où sont nées l'écriture, la royauté et l'architecture monumentale. Mais l'histoire n'accorde jamais la couronne à une seule ville pour toujours. À la fin du 4e millénaire avant Jésus-Christ, l'éclat d'Uruk commence à pâlir, et de nouvelles puissances surgissent de la même terre qui avait nourri sa gloire. Le déclin n'a pas été brutal. Pendant des générations, Uruk avait étendu son influence très loin, fondant des postes aux 4 coins de la Mésopotamie et même au-delà, jusqu'en Syrie et en Anatolie. Ces colonies diffusaient l'art d'Uruk, ses sceaux cylindres, son architecture, sa façon d'administrer. Mais vers 3100 avant Jésus-Christ, beaucoup de ces sites éloignés sont abandonnés. Le grand réseau, qui avait tissé l'influence d'Uruk comme une toile sur la région, se défait peu à peu,
Les routes commerciales changent, les cultures locales reprennent de la force, et un monde qui semblait graviter autour d'Uruk s'éloigne. À l'intérieur de la ville, la pression démographique a peu être jouée. Les archéologues voient des signes de surpeuplement, des quartiers de plus en plus serrés, des ressources tirées à l'extrême. Les systèmes d'irrigation, autrefois bien entretenus, ont pu souffrir d'usure ou de négligence. L'agriculture dans la plaine mésopotamienne était un équilibre fragile, trop de sel qui s'accumule dans les sols à cause de l'irrigation, et les champs s'épuisent. Une ville qui grandit trop vite peut trébucher tout aussi vite si sa ligne de vie, le grain, se rompt. Au même moment, d'autres cités montent en puissance. Kish, Lagash, Ur, chacune affirme sa place dans le paysage changeant de Sumer. L'idée de la royauté, née à Uruk, se répand. Au lieu d'une seule cité dominante, on voit apparaître un patchwork de rivales, chacune avec ses ambitions, ses idoles, ses armées. Cette concurrence brise l'unité dont Uruk profitait et pousse la Mésopotamie dans une nouvelle ère de rivalité. La guerre devient aussi plus visible. La construction de murailles, des innovations dans l'armement, des traces de conflits montrent que les cités, États ne se contentent plus d'échanger. Elles s'affrontent pour les ressources et le pouvoir. Uruk, autrefois meneuse incontestée, doit maintenant se défendre contre des voisins qui ont appris d'elle. Les mêmes murs qu'on attribue à Gilgamesh deviennent moins un symbole qu'une nécessité rappel constant que la domination de la ville est contestée. Sur le plan culturel, l'influence d'Uruk persiste, même si sa force politique faiblit. Les institutions qu'elle a créées, temples, écriture, royauté, continuent de se diffuser. En un sens, Uruk a si bien réussi que d'autres peuvent désormais la concurrencer en utilisant ses propres outils. La liste royale sumérienne, rédigée des siècles plus tard, se souvient d'Uruk comme d'un siège ancien de la royauté, tout en reconnaissant que le pouvoir a circulé ailleurs. Pour les Mésopotamiens, l'histoire coule comme l'Euphrate. Elle change de lit, mais porte toujours l'écho du passé. Ce déclin n'est pas une tragédie, c'est une transformation. Uruk ne disparaît pas, elle s'adapte. Après la période d'Uruk, la ville reste habitée, même si sa suprématie s'efface. Plus tard, elle connaîtra d'autres essors des luttes du début dynastique contre Kish et Lagash à la reprise sous la dynastie d'Ur III, puis encore sous les Babyloniens et les Séleucides des siècles plus tard. Mais lors de ce premier grand repli, Uruk perd son statut de centre incontesté du monde. Ce récit a quelque chose de très humain. Une ville grandit, prospère, s'étire au-delà de ses limites, puis vacille quand les autres rattrapent leur retard. On a vu ce schéma se répéter Rome, Constantinople et même des capitales modernes. Le déclin d'Uruk rappelle qu'aucune cité, si puissante soit-elle, ne garde la scène pour toujours. Mais l'influence ne s'évapore pas avec le pouvoir politique. L'héritage d'Uruk continue de façonner la civilisation mésopotamienne longtemps après que ses murs ont cessé de protéger le cœur du monde. Quand le pouvoir s'éloigne d'Uruk, la scène mésopotamienne devient plus complexe: rivalité, alliance, guerre. Fin d'un chapitre, début d'un autre. Une ère de cité. État où les leçons apprises à Uruk seront testées, améliorées, parfois renversées. Et dans les histoires de rois et de héros, Uruk ne disparaît jamais vraiment. Sa mémoire reste, même quand la ville s'efface dans les ombres de l'histoire. Uruk à l'époque du début dynastique. Rivalité avec Kish et Lagash. Imaginez la Mésopotamie au début du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Des cités, États ponctuent la plaine entre le Tigre et l'Euphrate, chacune avec ses temples, ses armées, ses ambitions. Uruk tient toujours la tête haute.
des murailles étendues, des temples qui montent vers le ciel. Mais elle n'est plus seule. D'autres villes sont devenues puissantes. L'histoire de cette période est celle des rivalités surtout avec Kish au nord et Lagash au sud-est. L'époque du début dynastique, qui commence vers 2900 avant Jésus-Christ, marque une nouvelle phase. Contrairement à la période d'Uruk, où la cité paraissait sans égale, c'est désormais un temps de compétition. Chaque cité, État a son roi, et aucune ne veut rester isolée. Le pouvoir est fragile, l'influence bouge sans cesse au gré des guerres, des alliances, des trahisons. Dans ce climat, Uruk doit se battre non seulement pour survivre, mais pour le prestige. Kish est l'une des rivales les plus redoutées. Située au nord, elle devient un symbole de la royauté. Plus tard, on dira que la royauté descendue du ciel passe d'une ville à l'autre, et Kish est souvent décrite comme son siège légitime. Pour s'imposer, les dirigeants d'Uruk doivent être reconnus au-delà de leurs murs. La rivalité avec Kish n'est pas qu'une question de terre ou de route commerciale. C'est une question de légitimité. Régner sur Kish ou la vaincre, c'est prouver que sa propre cité est choisie par les dieux. Puis il y a Lagash, plus au sud-est, avec ses propres ambitions. Des rois comme Eannatum étendent leur pouvoir avec vigueur, bâtissant de petits empires qui menacent leurs voisins. Leurs victoires sont gravées sur des monuments comme la stèle des vautours rappelle que la guerre est brutale, mais aussi glorieuse. Face à de tels adversaires, Uruk ne peut pas vivre sur son passé. Il faut s'adapter, défendre ses frontières, affirmer sa place parmi des égaux. Ces rivalités ne sont pas seulement militaires, elles sont aussi culturelles. Chaque ville met en avant ses temples, ses idoles, sa faveur divine. À Uruk, le grand quartier d'Eanna dédié à Inanna reste un point d'ancrage identitaire. Le temple blanc d'Anu demeure un repère sacré. Ces bâtiments disent à tous qu'Uruk n'est pas une cité comme les autres, mais un lieu de lien avec le divin. Mais Kish a son grand temple pour Zababa et Lagash vénère Ningirsu. Le combat pour le pouvoir se joue autant dans le sacré que sur le champ de bataille. Un point fascinant. Les récits de Gilgamesh restent vivaces dans la mémoire d'Uruk. Qu'il ait vécu ou non à cette période, sa légende continue d'incarner la force de la cité. Quand Uruk affronte Kish, on imagine les habitants se souvenir des exploits de Gilgamesh et y puiser la certitude d'un destin de grandeur. Le mythe et la mémoire soutiennent la politique. Les guerres entre cités suivent des cycles. Par moments, Uruk domine. À d'autres, Kish l'emporte, puis Lagash prend l'avantage. Cet équilibre mouvant crée un paysage politique dynamique. Aucune cité ne reste au sommet pour toujours, mais chacune marque l'histoire. Le rôle d'Uruk montre aussi une transition. On passe d'une royauté légendaire à une politique pratique. Les rois du début dynastique sont plus administrateurs, armée, traité, économie des temples. Les souverains d'Uruk s'inscrivent dans cette réalité où la gloire se gagne non seulement par des exploits, mais par la stratégie, la gestion, la diplomatie. Le commerce ajoute une couche de rivalité. Contrôler le grain, le bétail, l'accès aux ressources lointaines compte autant que gagner des batailles. Lagash cherche à dominer les canaux et les terres agricoles. Uruk mise sur sa position près de l'Euphrate pour maintenir ses échanges. Qui tient les flux de marchandises impose ses conditions. La rivalité, ici, c'est aussi une question de survie. Au fil des siècles, la fortune d'Uruk monte et descend. Des triomphes, des revers. Pourtant, même en pleine compétition, Uruk ne tombe pas dans l'oubli. Ses murs tiennent, ses temples attirent les fidèles. Ses scribes consignent les événements en cunéiforme l'écriture née chez elle. Les rivalités avec Kish et Lagash, aussi rudes soient-elles,
maintiennent Uruk au centre du récit mésopotamien. Avec le recul, on voit une période de transformation. Uruk n'est plus l'ogre incontesté d'autrefois, mais une cité qui tient sa place parmi des voisins puissants, capables de s'adapter à un nouvel ordre politique. Ces rivalités ne l'ont pas détruite, elles l'ont façonnée, endurcie, et ont assuré que son nom résonne encore, longtemps après que d'autres cités auront disparu. En fin de compte, les luttes d'Uruk avec Kish et Lagash révèlent une vérité durable. Se battre pour le pouvoir, c'est se battre pour une identité. Et même si roi et empire passent, Uruk demeure à la fois rival et légende. L'époque babylonienne. Uruk dans le monde d'Hammurabi. Quand Hammurabi prend le pouvoir au début du XVIIIe siècle avant notre ère, Uruk est déjà une vieille dame. Ses murailles tiennent depuis des siècles, ses temples ont vu défiler d'innombrables souverains, et son peuple porte une mémoire qui remonte au début de l'écriture. Mais dans le monde d'Hammurabi, Uruk n'est pas qu'un vestige. La ville compte toujours, bien intégrée dans le tissu politique et culturel de la Babylonie. On se souvient surtout d'Hammurabi pour son célèbre code de loi, gravé dans la pierre pour que tout le monde le voie. Derrière cette image de justice, il y a un chef habile qui a transformé Babylone d'un petit royaume en véritable empire. Pour y arriver, il lui fallait contrôler les grandes cités de Mésopotamie et Uruk, avec sa longue histoire et son prestige religieux, en faisait partie. En mettant Uruk sous autorité babylonienne, Hammurabi ne gagnait pas seulement un territoire, il s'appropriait un morceau de l'âme mésopotamienne. Vivre à Uruk à cette époque, c'était marcher entre tradition et changement. D'un côté, les grands temples du quartier d'Eanna dominaient encore la ville. Les prêtres y poursuivaient des rituels séculaires, invoquant Inanna et Anu pour protéger la cité. Les pèlerins et les habitants devaient ressentir tout le poids de l'histoire devant ces lieux sacrés. De l'autre, les lois et les administrateurs d'Hammurabi remodelaient la vie quotidienne. Contrats écrits, litiges fonciers, affaires de famille, tout passait sous le code du roi, donnant le sentiment que même Uruk, la très ancienne, obéissait désormais à l'ordre babylonien. On peut imaginer comment Hammurabi voyait Uruk. Pour un souverain soucieux d'asseoir la légitimité de son empire, le passé d'Uruk était inestimable. C'est la ville de Gilgamesh, ce roi légendaire dont l'histoire résonnait encore. S'associer à l'héritage d'Uruk, c'était s'inscrire dans une lignée de dirigeants choisis par les dieux. Gouverner Uruk, c'était hériter de son récit, un récit de royauté, de murailles, de temples et, au fond, de civilisation. Uruk n'était plus au sommet de sa puissance. Autrefois première en commerce, en guerre et en innovation, elle avait laissé la vedette à des cités comme Babylone ou Larsa. Elle restait importante, mais n'était plus qu'une pièce d'un grand puzzle politique. Pourtant, son influence culturelle perdurait. Ses scribes copiaient et conservaient les textes. Ses prêtres maintenaient les traditions. Ses artisans produisaient des objets qui reliaient passé et présent. L'époque babylonienne tissa aussi de nouveaux liens entre les villes. Routes et canaux rapprochèrent Uruk de Babylone, créant des réseaux de commerce et d'administration. Les paysans autour d'Uruk fournissaient le grain qui nourrissait l'empire grandissant d'Hammurabi. Les marchands circulaient avec des sceaux officiels, et même les échanges les plus locaux se rattachaient au système du roi. Au quotidien, la main babylonienne se faisait peu être discrète, mais la présence de scribes, de juges et de soldats rappelait sans cesse qu'on faisait partie d'un ensemble plus vaste. On imagine les discussions au marché, les anciens évoquant le temps où Uruk n'avait pas d'égal, les plus jeunes parlant des opportunités à Babylone, et les prêtres rappelant que la force d'Inanna battait toujours dans les temples.
Fierté du passé mêlée à la réalité de la domination babylonienne. Un mélange étrange, nostalgie d'une grandeur perdue, mais acceptation d'un rôle encore utile dans le monde d'Hammurabi. Ce rôle était loin d'être insignifiant. Sans des villes comme Uruk pour prêter leur prestige, l'empire d'Hammurabi aurait semblé moins solide, moins éternel. Les vieilles cités étaient comme des joyaux sur sa couronne. Elles brillaient et rappelaient la profondeur de l'histoire mésopotamienne. Uruk, avec ses rois légendaires et ses lieux sacrés, était un joyau impossible à ignorer. À la fin du règne d'Hammurabi, alors que ses successeurs peinaient à garder l'empire uni, Uruk continua sa route, régulière et tenace. La ville avait déjà traversé bien des basculements akkadiens, assyriens, grecs et plus tard romains. Mais à l'époque babylonienne, il se passe quelque chose d'essentiel. Uruk devient un pont entre sa grandeur très ancienne et le nouvel ordre voulu par Hammurabi. Alors quand on pense à la Babylone d'Hammurabi, à ses stèles et à ses lois, il faut aussi imaginer Uruk en arrière-plan. Ses murailles encore debout, ses temples encore vivants, et son peuple s'adaptant à un monde où la ville n'était plus la maîtresse, mais restait un fil essentiel de la grande tapisserie de la civilisation mésopotamienne. Uruk aux époques néo-assyriennes et néo-babyloniennes, au premier millénaire avant notre ère, Uruk n'est plus la puissance sans rival d'autrefois. La ville qui a inventé l'écriture, la royauté et les grands monuments est désormais très ancienne. Ses murs de briques crues superposant des siècles de mémoire. Pourtant, Uruk refuse de disparaître. Pendant les périodes néo-assyriennes puis néo-babyloniennes, elle retrouve un second souffle comme grand centre religieux et culturel, preuve que, quand le pouvoir politique s'éloigne, la tradition peut maintenir une ville en vie. L'empire néo-assyrien, qui s'impose à partir du IXe siècle avant notre ère, est un monde d'armes en fer, d'armées professionnelles et de conquêtes à grande échelle. Face aux capitales assyriennes, comme Ninive et Assur, Uruk paraît modeste. Mais elle possède ce que les Assyriens estiment profondément, un lien avec les racines les plus anciennes de la religion mésopotamienne, le quartier sacré d'Eanna, dédié à Inanna, et la ziggurat d'Anu se dressent encore comme des symboles d'autorité divine. Même les rois assyriens les plus puissants, maîtres d'armées immenses, savent qu'honorer ces sanctuaires anciens compte. Contrôler Uruk n'est pas seulement stratégique, c'est spirituel. À cette époque, les prêtres d'Uruk gagnent en influence comme gardiens de la tradition. Ils perpétuent des rituels très anciens, conservent hymnes, mythes et cérémonies qui relient le présent à un passé lointain. Imagine la scène. Au cœur d'un empire bardé d'armes nouvelles, des prêtres d'Uruk chantent encore des prières d'origine sumérienne et offrent des sacrifices sur des autels posés sur des fondations vieilles de 2000 ans. Pour les Assyriens, cette continuité donne de la légitimité. Régner sur la Mésopotamie, c'est se tenir dans l'ombre des dieux d'Uruk. Quand les néo-babyloniens montent en puissance à la fin du 7e siècle avant notre ère, la fortune d'Uruk évolue encore. Babylone devient le centre de l'empire, mais Uruk entre dans son orbite comme partenaire religieux clé. Sous des rois comme Nabopolassar et Nabuchodonosor II, on reconstruit et agrandit les temples d'Uruk. La ziggurat d'Anu est restaurée, s'élevant au-dessus de la ville comme un escalier vers le ciel. Ce ne sont pas de simples gestes pieux, ce sont des affirmations de pouvoir. En renouvelant les lieux sacrés d'Uruk, les rois babyloniens s'alignent sur les racines profondes de la civilisation mésopotamienne. Dans cette période, la vie intellectuelle d'Uruk s'épanouit aussi. Les scribes y préservent des textes, copient des mythes et poursuivent des traditions savantes nées avec le cunéiforme des millénaires plus tôt. Astronomie, mathématiques, incantations rituelles, tout cela a sa place dans les bibliothèques d'Uruk.
comme si la ville s'était transformée de capitale de puissance en capitale de mémoire moins tournée vers les armées, plus vers la conservation du savoir. Cette bascule lui donne une résilience rare. Bien sûr, Uruk n'est pas sans difficulté. Politiquement, elle vit dans l'ombre de puissances plus grandes. Économiquement, elle dépend des empires qui dominent la Mésopotamie. Mais culturellement, elle reste étonnamment importante. Tandis que Ninive tombe et que Babylone s'élève, Uruk demeure un lieu où l'on raconte encore les mythes de Gilgamesh, où l'on se souvient des rois anciens, où des rituels relient les vivants à leurs ancêtres. Le contraste est parlant. Imagine la Babylone de Nabuchodonosor, ses murailles gigantesques et ses célèbres jardins suspendus, puis descend au sud, vers Uruk, où des temples plus vieux que Babylone elle-même dessinent toujours l'horizon. Les rois néo-babyloniens ont beau commander d'immenses armées, ils savent qu'Uruk leur apporte quelque chose qu'on ne fabrique pas, une légitimité enracinée aux origines de la civilisation. À la fin de la période néo-babylonienne, Uruk n'est plus au centre du jeu politique, mais elle vit encore par ses pierres et son esprit. La ville a survécu aux conquêtes, au déclin, aux siècles de pouvoir changeants. Sa force vient de sa capacité à s'adapter, passer du rôle de cœur d'empire à celui de gardienne de la mémoire. Bientôt, sous les Séleucides, l'influence grecque soufflera sur la ville et remodèlera encore ses temples et son savoir. Mais aux âges néo-assyriens et néo-babyloniens, Uruk prouve qu'une cité très ancienne peut encore compter non en conquérant, mais en rappelant aux conquérants qu'ils se tiennent sur les épaules de géants. Grâce à ses temples, à ses scribes et à ses histoires, Uruk a montré que si son étoile politique avait pâli, sa lumière culturelle et spirituelle, elle, continuait de briller. Uruk sous les Séleucides, l'influence grecque en Mésopotamie. Imaginez-vous à Uruk au IIIe siècle avant Jésus-Christ. La ville est plus ancienne que tout ce qu'on peut concevoir, ses fondations remontant à des milliers d'années, et pourtant elle vibre d'un rythme nouveau. Dans les marchés, on entend les voix grecques se mêler à l'araméen et à l'akkadien. Les anciens temples se dressent toujours, mais leurs rituels coexistent désormais avec l'influence d'un pouvoir étranger. C'est l'époque des Séleucides, quand les héritiers d'Alexandre le Grand ont bâti leur empire sur ses conquêtes, et Uruk se retrouve une fois de plus transformé par les marées de l'histoire. À ce stade, Uruk n'est plus le centre incontesté qu'elle fut au temps de l'époque d'Uruk ou du début dynastique, mais elle garde une importance particulière grâce à ses traditions religieuses. Les rois séleucides ont compris que, pour gouverner la Mésopotamie, il fallait respecter ses dieux et ses temples. Contrairement à d'autres conquérants plus durs, les Séleucides ont souvent mélangé leur vision grecque avec les traditions locales. Cela a offert à Uruk une chance unique, survivre et même prospérer, dans un cadre hellénistique. Les grands complexes religieux d'Uruk, surtout le quartier d'Eanna consacré à Inanna, restaient des pôles majeurs. Mais c'est surtout le culte d'Anu, centré sur la majestueuse Ziggoura, qui connut un vrai renouveau. Les prêtres y conservaient des rituels qui remontaient aux tout premiers jours de la cité, tout en les réécrivant sous de nouvelles formes. Toujours en cunéiforme, même si le grec était désormais la langue de l'administration impériale. Ce mélange d'écriture et de culture est l'une des particularités les plus fascinantes d'Uruk à cette époque, l'Ancien et le Nouveau, côte à côte. Pour les Grecs, la Mésopotamie avait un prestige immense. Gouverner Uruk, c'était régner sur un lieu chargé de légendes, la patrie de Gilgamesh et le berceau de l'écriture. Les colons et administrateurs grecs apportaient avec eux la philosophie, le théâtre, la vie de cité. Mais à Uruk, ils se heurtaient à quelque chose de plus ancien qu'on ne pouvait pas remplacer. Au lieu d'effacer le passé,
ils tentèrent souvent de le fusionner avec leur présent. Un exemple frappant est la vie savante. Même sous les Séleucides, les scribes d'Uruk copiaient encore les anciens textes mythes, hymnes, relevés astronomiques sur des tablettes d'argile. Ces érudits travaillaient dans l'ombre de la science grecque, mais gardaient leur héritage mésopotamien. Imaginez un scribe traçant patiemment des cartes d'étoiles, pendant qu'au dehors des marchands grecs discutent d'Aristote, un carrefour de savoir, où une culture inspire l'autre sans jamais l'effacer. Le paysage urbain aussi reflétait l'influence grecque. Des pièces de monnaie à l'effigie de rois séleucides circulaient dans les marchés, portant de nouvelles images de souverains et de divinités. L'architecture se transformait. Colonnes, cours intérieures, éléments hellénistiques se mêlaient aux formes mésopotamiennes plus anciennes. La ville, pionnière de l'urbanisme, continuait simplement à s'adapter. Politiquement, les Séleucides avaient besoin de la loyauté des cités comme Uruk. Ils accordèrent donc des privilèges aux temples, permettant aux prêtres de garder leur influence. En échange, ces prêtres légitimaient le pouvoir séleucide en intégrant leur roi dans les schémas traditionnels de royauté divine. Ce fragile équilibre permit à Uruk de rester un phare religieux, même si son autonomie politique diminuait. Ce qui frappe, c'est la résilience de la cité. Après des millénaires de changements rivalité avec Kish et Lagash, domination akkadienne, babylonienne, assyrienne, Perse Uruk était toujours debout, une fois encore en train de s'adapter. Sous les Séleucides, elle n'était plus la capitale de l'innovation, mais la gardienne de la mémoire. Les mythes de Gilgamesh, l'invention de l'écriture, la grandeur de ses temples vivaient encore dans ses rituels et son savoir. En un sens, cette époque est un crépuscule, mais un crépuscule aux couleurs vives. L'influence grecque offrit à Uruk un second souffle, même si le temps l'approchait de sa fin. En mêlant tradition hellénistique et mésopotamienne, Uruk devint un pont entre les mondes, un lieu où résonnaient à la fois les échos du passé et les idées d'une nouvelle ère. Mais ce mélange ne pouvait pas arrêter l'inévitable. En quelques siècles, Uruk tomberait dans le silence, ses temples abandonnés, son peuple parti. Pourtant, sous les Séleucides, on aperçoit l'un de ces derniers moments de résistance, une cité ancienne accueillant l'influence de la Grèce, tout en affirmant encore son identité. Nous sommes Uruk, et nous nous souvenons. Le dernier crépuscule, le déclin et la disparition d'Uruk, vers 300 après Jésus-Christ. Fermez les yeux et imaginez Uruk à son apogée. Les temples immenses, les rues grouillantes, les murailles qui définissaient l'idée même de ville. Maintenant, imaginez ces rues des siècles plus tard, étrangement calmes, les murs effrités, les temples se vidant peu à peu. Au IIIe siècle de notre ère, la grande Uruk, jadis cœur battant de la civilisation mésopotamienne, entrait dans son dernier crépuscule. Étrange pensée. La cité qui nous a donné l'écriture, la royauté et certains des tout premiers mythes humains s'éteignaient dans le silence. Le déclin ne fut pas brutal, mais un lent effilochage à travers les siècles. Même après les gloires sumériennes, akkadiennes, puis la dynastie d'Ur III, Uruk resta une cité importante sous les Babyloniens et les Assyriens. Plus tard, sous les Perses puis les Séleucides, elle gardait un rôle, ses temples actifs, ses prêtres fidèles aux traditions. Mais peu à peu, le centre du pouvoir glissait ailleurs. Babylone, Ninive, Séleucie, puis Ctésiphon. Et Uruk quittait lentement la scène. L'époque séleucide lui avait donné un souffle nouveau, grâce aux Grecs qui respectaient ses temples et mêlaient leurs rites aux siens. Mais avec l'arrivée des Parthes et l'influence romaine, l'équilibre se rompit. Les routes commerciales changèrent, détournant richesse
et voyageurs des vieilles rues d'Uruk. L'instabilité politique limitait les ressources pour entretenir ces temples géants. Et Léana, jadis cœur de son identité, perdit de son poids. Les rituels continuaient, oui, mais avec moins de fidèles. Et puis il y avait le temps lui-même, la brique crue. Ce matériau qui avait bâti la grandeur d'Uruk ne dure pas sans entretien constant. Sans reconstruction, les murs s'effondrent, les ziggourats s'usent. Ce qui fut monumental redevient poussière. Le temple blanc, la ziggoura d'Anu, les grands cours du sanctuaire d'Inanna, tout cela s'érodait, les contours s'effaçant comme des souvenirs dans le sable. Là où résonnaient les chants et les sacrifices, il ne restait que le vent. Au 1er siècle de notre ère, Uruk était encore connue, mais ce n'était plus une ville de pouvoir. Les dernières inscriptions montrent des prêtres toujours actifs, écrivant encore des rituels aux dieux anciens, mais ils étaient peu nombreux, leur influence réduite, touchant presque. Cette fidélité, comme une flamme qu'on garde allumée dans la nuit, même en pressentant que la fin approche. Vers l'an 300 après Jésus-Christ, Uruk disparaît des sources. Pas de grande bataille, pas de catastrophe soudaine. La ville s'éteint doucement, happée par de nouveaux empires et oubliée par les civilisations qu'elle avait autrefois inspirées. Ses habitants ont sans doute rejoint d'autres cités plus sûres et prospères, laissant derrière eux les ruines des temples qui avaient jadis défini le tout premier essai urbain de l'humanité. Ironie puissante, Uruk disparaît, mais pas son héritage. L'épopée de Gilgamesh, l'invention du cunéiforme, l'idée même de la ville survivent longtemps après que ces briques se sont fondues dans la terre. Des générations entières, scribes babyloniens, historiens grecs parlent encore d'Uruk avec respect, la voyant non comme une ruine, mais comme le berceau de la civilisation. Aujourd'hui, sur le site, il ne reste que des vestiges de briques crues sous le ciel ouvert. Et pourtant, avec un peu d'imagination, on peut presque entendre les échos, les pas des prêtres dans les cours sacrées, les voix des marchands sur les places, l'ombre de Gilgamesh lui-même sur les murailles. La cité a disparu vers 300 après Jésus-Christ, mais en vérité, elle ne s'est jamais totalement éteinte. Elle vit dans la mémoire, dans le mythe et dans le simple fait que tant de ce que nous appelons civilisation a commencé là. Dans son crépuscule, Uruk nous rappelle quelque chose de profond. Même les plus grandes villes, les empires les plus puissants, finissent par disparaître. Mais les idées qu'ils laissent derrière eux peuvent durer toujours. Ainsi, la disparition d'Uruk n'est pas seulement une fin, c'est aussi une forme d'immortalité, gravée non pas dans la pierre ou la brique, mais dans l'histoire même de l'humanité.